C'était intéressant de voir ce que Patrick Assourceau avait à nous dire aujourd'hui. La nécessité, le réseau également, et c'est pour ça qu'Antoine est là aujourd'hui. Clairement, elle t'a pas donné ton nom, mais clairement, c'est toi qui seras en charge de cette animation du réseau. Et ça rebondit justement sur vos remarques tout à l'heure. En fait, on voit bien quand on fait de la prévention, on va avoir la prévention tertiaire, vraiment la personne en situation de détresse dans l'entreprise. On va avoir la prévention collective dans l'entreprise avec toutes ces démarches qui peuvent être accompagnées. Et puis, à un moment donné, on va arriver à certaines limites, confrontés au règlement intérieur, comment écrire un règlement intérieur qui permette de le faire. Et là, c'est véritablement le réseau entre les entreprises qui va permettre de répondre. Et je pense que c'est là-dessus, Antoine, que tu vas pouvoir nous donner des pistes tout à l'heure. Mais c'est vraiment aussi ce partage de connaissances entre les entreprises par rapport à leurs difficultés. Et c'en est une, et il ne faut pas la minimiser, même si les choses évolueront. Il y a des moyens de contourner. Certains ont réussi déjà à les contourner. Et c'est vraiment la force de ce dispositif-là, c'est de créer ce réseau. Juste, et après je te donne la parole, Antoine, les engagements que vous avez vus, donc, que ce soit sur le président ou de Patricia Courceau, les engagements ils sont relativement simples pour toutes les entreprises qui veulent faire de la prévention. Un projet global de prévention, un dialogue, un climat de confiance, c'est ce que tout à l'heure on nous a dit que c'était la base à mettre en place, une démarche non stigmatisante, il s'agit bien de quelque chose respectant la dignité des personnes et malgré tout l'accompagnement des personnes vulnérables. Il ne s'agit pas de les exclure ou quoi que ce soit, donc de les accompagner. Donc la charte est assez, je dirais, assez souple pour ensuite être déclinée, Patricia Courceau l'a dit, être déclinée dans des engagements de chaque entreprise par rapport à ces besoins-là. Et puis juste après, je laisse Antoine. Juste sur les ressources qui sont mises à disposition quand on signe la charte ESPER, c'est le réseau d'entreprises, très important, le partage des difficultés, le partage des succès également, la boîte à outils. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est addicted, mais il y a également tous les livres, toutes les publications, toutes les vidéos qui peuvent servir. Il y a énormément d'exemples qui peuvent servir en entreprise, de vidéos, de groupes qui ont déjà fait ça. Une newsletter qui permettra aussi de sensibiliser, parce que tout ça on ne le voit pas, mais Patricia me l'a dit, j'ai été obligé de couper. Donc il y aura une newsletter également pour justement participer à des événements, le mois sans alcool, le mois sans tabac. Donc toutes ces choses-là pour donner des impulsions un petit peu aux entreprises, pour dire mettez-vous dans une dynamique, il y a des choses qui existent. Donc il y a cette newsletter qui va exister. Et puis il y a les partenaires et les autres signataires de la région. Donc ce sera véritablement l'occasion de faire un petit peu de benchmark. Je ne sais pas si le mot est tabou ici, mais en tout cas, ce partage de connaissances entre les entreprises est essentiel pour sortir un petit peu la tête des problèmes qu'on a dans l'entreprise et d'aller voir là où il y a des solutions, là où on partage des difficultés également. Il ne s'agit absolument pas de nier les difficultés. Hop. Le slide d'avant, donc c'était le projet global, le climat de confiance, la démarche de prévention non stigmatisante, et l'accompagnement du travailleur vulnérable. Vous avez tout le détail avec décliné d'une manière beaucoup plus longue sur la charte que je vous ai remise à tous. Antoine. Merci. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai compris qu'on devait aller très vite. Si on revient, s'il te plaît, sur la diapo précédente, beaucoup de choses ont déjà été dites. L'autre encore, s'il te plaît. Voilà, tout a été dit, hein, l'idée de projet global, l'idée du dialogue social via le CSE. Dans le projet global, je retrouve aussi l'idée de copil, voilà, parce que ce n'est pas des questions faciles à aborder. Donc, il faut se mettre d'accord pour les aborder. Le point de vue, vous l'avez dit, monsieur, le point de vue des représentants du personnel n'est pas le même que celui de l'employeur. Des fois, on a peur de dire qu'un collègue a une difficulté, de peur de la sanction. Enfin. Donc, il est important qu'employeur et représentants du personnel discutent de ces questions. C'est quoi les conduites addictives chez nous? Comment on fait un règlement intérieur? J'ai aussi compris que c'est plutôt un livrable, hein, le règlement intérieur. C'est ce qui arrive à la fin, c'est pas ce qui est en entrée. Donc, il y a toute une démarche aussi pour arriver à ce livrable. Climat de confiance, de dialogue social, voilà, via cet objet de travail, en fait, l'objectif, c'est aussi d'améliorer le dialogue social. Évidemment, c'est une politique non stigmatisante. Quand on a démarré, Eric a montré quelques données,
en fait, qui permettent de dire à l'entreprise, bah, ça se passe dans la société, forcément, ça se passe aussi chez vous, parce que vous êtes un peu le reflet aussi de la société. Donc, ça permet de ne pas stigmatiser des personnes. Et puis, bien sûr, on a beaucoup parlé de ça depuis qu'on a commencé. Il faut accompagner des gens qui ont des difficultés, très clairement. Mais nous, à la RAC, donc Expert nous donne là une formidable occasion d'aller parler promotion de la santé, vraiment d'être en amont sur l'organisation du travail et sur le collectif de travail, en allant identifier finalement qu'est-ce qui peut faire dans notre organisation de travail que les gens finalement soient emmenés à avoir une béquille. Je dis les choses simplement. Donc l'enjeu, c'est aussi ça, d'emmener des entreprises, donc au-delà de la formation, sensibilisation, c'est important, au-delà de la formation, c'est important, mais à un moment donné, de s'interroger sur est-ce que dans mon organisation, est-ce qu'il y a des choses qui font que les gens aient des conduites addictives, que les gens soient stressés, parce que finalement, on retrouve les mêmes types de réflexions concernant les risques psychosociaux, les conduites addictives. Un dernier point, nous, on fait le lien à la RAC entre conduite addictive et maladie chronique évolutive. Parce que finalement, c'est d'aller interroger le travail, de voir ce qui fait contrainte, mais c'est aussi une ressource, le travail aussi, c'est une ressource, on l'a dit. Hein. Voilà, donc vraiment l'objet, c'est bien le travail. Et puis d'emmener finalement les maladies extra-professionnelles dans la question de la santé au travail. Voilà, comment est-ce que l'entreprise finalement prend en charge ces dimensions où on peut considérer que c'est plutôt l'affaire du salarié, mais que ça devient effectivement aussi l'affaire de l'entreprise du fait du nombre de personnes qui sont potentiellement impactées, donc de bien faire le lien entre vie privée et vie professionnelle. Docteur Dominique l'a dit tout à l'heure, hein, quelqu'un qui a consommé le week-end, quand il revient le lundi au boulot, il est fatigué, alors qu'il a consommé dans la vie privée. Et on peut faire le pari que l'information qu'on donne au travail aura un effet positif dans la vie privée. C'est le même raisonnement pour les troubles musculo-squelettiques. Hein. Au début, quand on a commencé à travailler sur ces questions, on nous disait « Ah, mais les gens font des travaux chez eux le week-end. » Et quand ils arrivent le lundi, ils sont cassés. Bon, d'accord, admettons. Mais bon, chez eux, il y a la notion de plaisir, il y a la notion de choix. Ils peuvent arrêter quand ils ont mal. Par contre, au travail, ce n'est pas toujours le cas. Dans tous les cas, si vous apprenez à vos salariés que les rythmes de travail peuvent générer des difficultés, bah, quand ils seront à la maison, ils se souviendront qu'il faut marquer des temps de pause et des temps d'arrêt. Voilà, donc il y a comme ça des hybridations, des implications entre vie privée et vie professionnelle. Alors, la charte, Expert. Je disais que c'est une formidable occasion parce qu'on a commencé à parler de questions d'addiction au travail et puis là, on a un outil, en fait, pour faire ça. Nous, dans le projet, bon, la RAC des partenaires, comme la INF, comme d'autres structures, je pense qu'il y a un service santé au travail. Oui, voilà. Addicted, Pôle Santé Travail. Non, je mets le micro pour que tout le monde l'entende. Voilà. Non, je pensais à la région, en fait. Oui, c'est ça. Donc, l'idée des partenaires, c'est d'aller faire de la pub, parler de la charte pour que les entreprises, sans les destinées finales, entreprises et organisations publiques, puissent signer la charte, donc s'engager à mettre en place des actions, mais avec l'ambition qui est plutôt vers le 1 et le 2. Hein, parce que le 4, c'est déjà fait, et c'est déjà très bien fait par des acteurs qui sont identifiés. Donc, on a deux actions. Une première, qui nous concerne au moins, va porter sur les institutions. Parce qu'il est aussi important qu'entre nous, qu'on ait à peu près le même langage, qu'on soit d'accord sur qu'est-ce qu'on met derrière les addictions, comment on peut les traiter. Et donc, on a l'ambition d'aller interpréter la charte finalement. Voilà. Sur le point 1, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Sur le point 2, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Donc ça, c'est plutôt une action entre acteurs institutionnels. On veut le faire dans le cadre du plan régional de santé-travail. Ça nous concerne moins. Ce qui nous concerne davantage, c'est le déploiement donc dans les entreprises et dans les organisations publiques pour mettre en place cette idée de charte, sachant qu'il y a des entreprises qui font déjà des choses, hein, voilà, qui le font bien. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller voir ce qu'elles font, comment elles font, pour ensuite entraîner sur les territoires, pour montrer aux autres entreprises. Et donc, le moyen pour faire ça,
c'est sans doute, c'est là où tu pourrais dérouler, s'il te plaît. Je me suis inspiré, je vois que Eric est d'accord avec moi, je me suis inspiré un peu de la charte Inca sur cancer, qui reprend à peu près les mêmes choses. Donc, dans le cadre de la charte Inca, il y a des ateliers de travail qui sont mis en place. Donc là, l'idée des ateliers, c'est de réunir les entreprises qui échangent entre elles sur des problématiques précises, d'aller regarder les pratiques et les résultats que ces entreprises obtiennent et puis animer des échanges collectifs. Voilà, échange de pratiques entre entreprises. Et je pense que ça fonctionne très bien lorsque les entreprises parlent aux entreprises. Là, je sais pas. Alors, la deuxième diapo, je ne sais pas s'il y en a une autre. Je profite du blanc. Sur la charte, quand vous l'ouvrez, vous l'avez en papier, vous avez des idées comme le chef d'entreprise définit un projet qui pourra être évolutif, voire expérimental. Vous avez quand même tout un laïus qui vous explique aussi en quoi consiste chacun de ces points. Il y a aussi l'idée de faire des clubs d'entreprise, pourquoi pas, c'est possible. Et enfin, la dernière idée, c'est de faire des réunions d'info-sensi telles que ça se fait déjà aujourd'hui pour amener de l'information, pour faire de la sensibilisation. Le collègue à ma droite, on a pas mal parlé. Donc, voilà. Donc, on est là, on n'est pas seul. L'idée, c'est qu'il y ait des partenaires qui vont faire le travail avec nous pour ensuite aller parler tous ensemble dans les entreprises et puis accompagner les entreprises. Alors, l'entreprise qui aura vraiment une idée innovante sur laquelle elle veut bosser, on prendra le temps de venir bosser spécialement avec elle. Mais on ne s'est pas engagé pour accompagner toutes les entreprises. Notre engagement porte davantage sur l'organisation des réunions collectives autour des échanges de pratiques. Voilà. Merci Antoine. Et puis, je pense que ça démarrera après les vacances. On commencera peut-être à faire ce groupe. Oui, et puis s'il y a des, s'il y a des inscrits, on peut déjà les identifier. Hein. Alors, pour parler des inscrits, parce qu'il y avait une question dans les inscriptions à cette journée, que ce soit sur ceux qui sont à distance ou que ceux qui sont présents. Donc, on demandait un petit peu si les gens voulaient ou pas signer cette charte. Beaucoup, enfin tous même aujourd'hui, disent on attend d'en savoir plus sur cette charte. Mais en tout cas, il y en a un certain nombre. Donc, on va reprendre contact avec vous, Antoine et moi. Et puis, peut-être revenir dans les entreprises pour valider le projet d'entreprise qu'il y a derrière, l'implication de la direction, pour justement devenir des signataires et travailler à cette collaboration, parce qu'on l'a vu, il y a des freins et le partage des expériences peut permettre de lever ces freins. Après, il y a des ressources, voilà, on vous en a présenté plein aujourd'hui et j'espère que ça vous a convaincu qu'il fallait s'engager dessus. Pour toutes les personnes qui ont répondu, je souhaite qu'on vienne me présenter la charte. N'hésitez surtout pas à renvoyer des mails, je reprendrai chacune des adresses qui est là, donc pour vous le présenter un petit peu plus précisément. Donc il y a la INF, il y a également la RAC, il y aura aussi l'UIMM, tous ceux qui souhaitent participer. Et moi, je voulais remercier l'ensemble des intervenants parce que franchement, on est gâtés. Je regarde en face de moi et je regarde à ma droite aussi. Vraiment, merci à la INF et à l'UIMM d'avoir organisé ce temps. Merci Antoine. Ça arrive bientôt à la fin pour la partie conférence et on va avoir un petit moment un petit peu plus convivial, mais toujours en restant dans la prévention des addictions. Donc je vais laisser juste 2 minutes pour faire envie aux gens qui sont en visio, qui ne sont pas venus. Donc si tu peux nous présenter l'étape suivante, Alexis.